des maisons d'habitation cassées de façon spectaculaire à Douala. Après Senga sur les berges du Vouri, le spectre des démolitions à grande échelle plane sur les quartiers Mabanda et Yupoué. Le projet d'extension du port de Douala va les happer et faire grossir le nombre des sans-abri et des habitats précaires. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétro. Cette édition fait un focus sur les défis environnementaux. On va faire justement un focus sur l'écologie urbaine. Eh bien, pour aborder cette thématique, nous recevons sur ce plateau un écologiste. Il est le prescripteur du mouvement L'écologie en marche. Didier Mkwa, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de la rétro. C'est moi qui vous remercie. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à la population de Banganté qui passe des moments difficiles sans eau, sans électricité. C'est un phénomène qui dure déjà. Ça dure longtemps et c'est assez paradoxal dans un département comme celui-là qui est quand même arrosé par un certain nombre de rivières, si je peux me permettre de le dire, et qui, pas très loin, à Bamena, a un cours d'eau sur lequel on peut construire un micro-barrage qui peut facilement alimenter toute la province, toute la région de l'Ouest, par une étude qui a été faite, je crois, par la Banque mondiale en 2016. C'est assez regrettable que les maires de toutes ces zones-là, c'est-à-dire Bassamba, Banganté, même Banjoun, ne puissent pas se mettre ensemble pour réaliser un tel projet et pour améliorer le cadre de vie des populations. C'est assez regrettable. On espère que ces municipalités vous écoutent. Vous parlez même si elles ne nous écoutent pas, nous pensons que en tant que spécialiste de l'écologie et notamment de l'écologie urbaine. Et on ne doit pas rester là à pinailler ou bien à parler. Il faudrait que les prochaines élections, que les écologistes montent d'un cran et puis rentrent dans la bataille électorale. Vous êtes à la tête du mouvement Écologie en marche, on vous comprend, mais on n'est pas encore en campagne. Non, encore que ce n'est pas un parti, c'est un temps de réflexion pluridisciplinaire. Ok, eh bien, nous parlions à l'entame de cette émission de cette problématique des démolitions, des maisons qui sont cassées de façon spectaculaire dans la ville de Douala. Eh bien, avec au moins 10 000 personnes qui arrivent tous les mois dans la ville de Douala, ça fait de nouvelles personnes qui cherchent un abri dans la ville de Douala. Ils viennent pour ne pas repartir. Ces personnes, elles viennent pour ne pas repartir. Eh bien, alors, Douala est pris dans les serres des défis démographiques, environnementaux, sécuritaires, économiques, sociaux. Comment en est-on arrivé là, Didier Mkwa? Je pense que l'explication est très très simple. La ville de Douala, comme disait quelqu'un, est le Cameroun écologique en miniature. C'est-à-dire toutes les contraintes environnementales, écologiques, vous pouvez les trouver dans la ville de Douala. Et vous devez savoir que la ville, ce qu'on appelle agglomération urbaine, les villes sont caractérisées par deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'attrait, ce qui attire les populations en ville, et la repulsion, ce qui repousse les populations. Donc, la ville de Douala, d'abord, c'est la capitale économique du Cameroun. La ville de Douala, c'est à peu près 47% des établissements classés catégorie 1, si vous me permettez, du Cameroun, c'est à Douala. D'ailleurs, nous avons les deux grandes zones industrielles du Cameroun, c'est à Douala. Vous avez à peu près 80% des établissements non classés à Douala. Ce qui fait que Douala, par cette richesse, par sa position géographique, a un attrait sur les populations de l'Interland. Alors, il revenait donc à ceux-là qui avaient le choix ou bien qui avaient le pouvoir de planifier la ville de Douala, de savoir que Douala devait attirer les populations de l'Interland vers la ville. Mais vous avez parlé de ceux qui arrivent. Mais il y a un autre phénomène dont on ne parle pas assez, c'est le phénomène de l'étalement de l'environnement urbain. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez des villages comme Lendi, comme Ngombe, qui sont en ville. Vous avez Dibombari, qui à tout moment sera en ville. Vous avez à la sortie de Douala, Dibamba et consorts, qui plus tard seront dans la ville. Mais il y a un autre aussi facteur qu'il faut ajouter à cela, c'est le taux de natalité qui va grandissant. Donc tous ces facteurs-là sont à l'origine du gonflement de la population de la ville de Douala. Et sur le plan global, la géographie humaine, comme le climat, sont les plus grands défis de l'heure du XXIe siècle.
On parle justement de l'homme comme une richesse. Il n'y a de richesse que de l'homme. Cela va sans dire. Disait Maslow. Oui. Comment capitaliser pour produire de la richesse, pour que cette poussée démographique ne soit pas un problème social finalement? Moi, je pense que tout dépend des politiques. Des politiques, aujourd'hui, on parle des urbanités, tout dépend des politiques nationales de l'urbanité, tout dépend de ce qu'on en pense. Parce que lorsqu'on parle du développement durable sur le plan local, l'objectif même de l'ONU Habitat, c'est de valoriser, de rentabiliser cette masse populaire qui, malheureusement, aujourd'hui est presque oubliée, qui constitue même une boule d'énergie qui peut, à tout moment, exploser. Tellement cette boule d'énergie a des besoins. Les besoins de logements sociaux. Je n'aime pas beaucoup parler de logements sociaux, j'aime parler de l'habitat. Le problème de circulation, de l'emploi jeune et même de la sécurité. Vous voyez, nous allons parler peut-être des élections en France. Les deux sujets qui reviennent en France aujourd'hui pendant les élections, on a un peu écarté l'écologie, c'est la sécurité et l'immigration. Et les mêmes problèmes se posent ici à Douala. Voilà. Mais ici, les gens ont tendance, pour cacher je ne sais pas quoi, voir plutôt l'exode rural. Vous avez des héros identitaires qui pensent que si Douala gonfle, c'est à cause de l'exode rural, mais ce n'est pas seulement l'exode rural. J'ai parlé tout à l'heure du taux de natalité qui va croissant. J'ai parlé, il y a beaucoup de choses. Okay. Donc, en face de cela, il y a des contraintes qui nécessitent des gros moyens. Pour la ville de Douala, Douala produit à peu près 3100 milliards de francs CFA comme richesse locale. Mais en retour, on reçoit moins de 5%. C'est la plus grosse sur l'échelle nationale, c'est la plus importante. Bon an, mal an. On tient compte de la corruption, du trafic d'intérêts, de collusion par-ci, par-là. Ben, bon an, mal an, Douala produit à peu près 3100 milliards de francs CFA. Mais malheureusement, tout cet argent va à Yaoundé. Mais Yaoundé retourne moins de 10%, presque moins de 5%. Et face aux contraintes, aux différentes contraintes, que ce soit les contraintes de logement, comme je l'ai dit, d'énergie électrique, mais de l'eau, par exemple, même si c'était Jésus-Christ, je ne suis pas sûr qu'avec un moyen aussi minable, le délégué ou bien le maire de la ville pourrait répondre à ces différentes contraintes. Mais ce n'est pas pour absoudre la gouvernance du maire, mais je pense que c'est une explication. Didier Yimkwa, vous parlez de l'ONU Habitat, selon des analyses que cette institution internationale a faites, d'ici 2030, oui. 6 sur 10 personnes vivront en ville. Oui. Et 90% de ces personnes seront en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique latine. Et si rien n'est fait à partir de cet instant, il y aura des drames environnementaux, des drames sur le plan sécuritaire. Donc il n'est pas trop tard de rattraper le gap, et c'est d'ailleurs prévu pour le cas du Cameroun. On peut penser que le Cameroun a déjà planifié dans son projet de la SND 30. Ça, c'est le discours. Oui, ça c'est le discours. Vous savez, il faut déjà identifier ces drames. Un discours qui va s'implémenter. Il faut déjà identifier ces drames. Quels sont ces drames? Institutions. Quels sont ces drames, par exemple? Il y a la pression sur les ressources naturelles, il y a la pression sur l'eau, il y a la pression sur l'espace même, il y a le fait que quand les gens se déplacent, ils vont vers chez les autres, et cela souvent est à l'origine des conflits intramuros, c'est-à-dire intracommunautaires, comme ce que nous avons vu à l'extrême nord entre les Mousgoum, les Massa et puis les Arabes. Et vous savez que les gens qui ont voulu tromper le chef de l'État ont présenté cette problématique comme un problème entre tribus, alors que c'était un problème entre les communautés, entre les éleveurs et les agriculteurs. Or, ils cachent cette malgouvernance-là pour faire croire au chef d'État que c'est un problème de tribu, alors que c'est un problème de gestion de ressources naturelles. Donc, il y aura autant de pression qui nécessitent les gros moyens. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que pour résoudre cela, il faut penser déjà à une véritable démocratie locale pour que les élus, ceux qui sont élus, soient vraiment représentatifs. Et ensuite, la bonne gouvernance, ou bien la gouvernance locale. Voilà des solutions durables qui peuvent amener les décideurs à cerner ou bien à maîtriser toutes ces contraintes-là. Sinon, on aura affaire à une bombe sociale qui peut à tout moment éclater. Et qu'en 2030, on ne vive pas les effets pervers de ce boom démographique. Puisque nous parlions de Mabanda, de Yupoué, sur lesquels plane le spectre d'une autre démolition, retournons à Essenguer, où des maisons entières ont été rasées et depuis lors, plusieurs familles vivent
à la Belle Étoile. Les images sont filmées en caméra cachée. La casse de Sengue à Douala a emporté près de 2000 maisons. Déguerpis, les gens persistent dans ces amas. Dans cette terre de ruines, les plaies des milliers de déguerpis, vivant désespérés au milieu des décombres, ne seront jamais cicatrisés. Je viens, je sors, je n'ai pas payé les bâtons et les pissages, je trouve que la maison est à terre. Ni le tôle, je n'ai pas trouvé. Ni le lit, ni rien. Je me vois la petite marmite qu'on m'a aidé. Le traumatisme a déshumanisé les hommes qui se réinventent un nouveau mode de vie. La merde est déposée partout, plus de pudeur. La lessive se fait dans ces bidons en plastique. Les toilettes sont en plein air. Ça a dit déjà un mois que je suis ici en train de faire la lessive. Dehors, ils sont tous cassés, comme je lave dehors, là, il n'y a pas les gens que je lave ici. Mais les gens sont en train de nous ménager. Au milieu de ces nappes d'eau souillées, quelques tuyaux ont échappé à la furie des caterpillars. Même s'abreuver a des contraintes. On n'a pas de bogolais, on a tous assez. Tu as vu quoi? Nous on souffre comme les animaux. Notre occasion est de pouvoir puiser de l'eau. C'est-à-dire qu'en quantité jusqu'à ce qu'on remplit un récipient. Et par après, on se lave. Il y a un moment que l'eau ne coule pas, on doit aussi attendre. Des hommes qui errent, parfois sans but, dans ce décor de détresse où ils se découvrent étrangers. Certains font la cuisine dans les casseroles récupérées. À côté, plusieurs crèvent de faim. Il y avait même les petites plantains. La famille a fait les gens. On fait ça en haut. Même si c'est petit comme ça, c'est ça qu'on ne peut pas. Le manger est devenu aussi rare. C'est la misère. Sous ces tentes et bicoques, les hommes organisent la survie, menacés par les intempéries. Le risque des maladies hydriques et le paludisme est élevé. On vivait ici, nous sommes 9. En journée comme ça, nos maris partaient comme ça. C'est nous qui restons avec nos enfants. La pluie tombe, pleut sur nous. La pluie pleuvra, quelqu'un ne peut pas rester, quelqu'un reste debout comme ça. Si la pluie vient, nous tous on arrête comme ça. Le vent qui vient là-bas, tu ne peux pas. Les habitants déguerpis ont perdu tous leurs biens. Les enfants sont obligés d'abandonner l'école. Tous nos enfants sont seulement comme ça, ils ne partent plus à l'école. Dans ce hangar malpropre, offert par un bienfaiteur au sinistré de Sengue, près de 500 adultes et enfants dorment sur les tables, les plastiques et les tapis étalés au sol. Nous sommes au nombre de 500 personnes. On n'a pas les toilettes. Donc, si tu vas à l'air que tu veux laver, tu ne peux pas laver encore. Désespérés, les gens accusent le gouvernement de les avoir ignorés. Parce que l'on vit dans la misère. Le gouvernement nous a laissés comme ça, comme les oiseaux. On va vivre comment? La casse à Sengue aura enfanté des visages d'incertitude, des gens dans l'évasion, des enfants sans couverture qui manquent d'aide. Des maisons cassées pour besoins d'utilité publique ou encore des litiges fonciers conduisant souvent aux casses dans certaines villes du Cameroun. Qui a raison, qui a tort? C'est pénible de constater qu'on casse des maisons à Douala chaque jour. Et votre question est de savoir à qui a la responsabilité, n'est-ce pas? Qui est fautif dans ces cas? La première chose de savoir, c'est le droit de celui qui est en train de casser. Est-ce qu'il est le propriétaire de ce terrain? S'il est le propriétaire, ça veut dire qu'il détient un titre foncier qu'il a régulièrement acquis pour des utilités publiques. Quand on veut utiliser passer le terrain pour utilité publique, il y a une compensation. Et ça se fait pour des personnes qui détiennent un titre foncier. Parlant des indemnités, qui sont ceux qui en ont droit et comment cela se fait? Pour donner un bon estimatif de la maison, il faut aussi avoir le permis de bâtir dans lequel vous avez déclaré l'auteur de votre maison, tout cela. Donc, si quelqu'un a choisi d'aller occuper un terrain qui ne l'appartient pas, il a pris en sachant qu'un jour, le propriétaire va venir. Des familles entières qui se trouvent des fois à la Belle Étoile. De quoi questionner la responsabilité sociale de l'État. L'État a ses responsabilités de voir que des Camerounais, n'est-ce pas, ne dorment pas en plein air. Et donc, il faut donc regarder, est-ce que l'État, pas un droit, est-ce que l'État, en assumant ses responsabilités, parfois pour recaser ces gens, mais on va recaser aussi pour combien de temps? Donc il y a toutes ces choses.
Pour acheter un terrain, il existe des voies légales et l'idéal est de construire en ayant tous les paramètres de l'espace occupé pour éviter de mettre ses œufs dans un panier troué. Une meute désespérée, pacifique et pancarte à la main s'est dressée contre la casse imminente à Mabanda, territoire de Douala 4e. Une foule prête à tout pour préserver leur maison, leur terre et même leur dignité. Ce peu de biens qui maintiennent leur fierté déjà menacée. Qu'est-ce qu'on a fait à certaines de ces autorités de cette nation-ci? J'appelle alors le ministre secrétaire à la présidente, M. Ferdinand Gongo, et le premier ministre, Chief Joseph Djongouti. S'il vous plaît, ouvrez vos yeux. Venez à l'aide de vos populations, c'est trop. On a dit que c'est 96 hectares. Où va le monde? Je ne sais pas. Pardon, aidez-nous. 96 hectares déclarés domaine d'utilité publique à Mabanda. La ruine veut attaquer les efforts de ces dames. Vaincues et emportées par l'émotion, elles se traînent au sol. La population, le pied d'argile, ne compte pas prêter le flanc au port autonome de Douala. Si le port avec cet endroit comme leur propriété, ils ne procéderaient pas par une demande, une requête de la DUP, déclaration d'utilité publique. Il y a un grand espace là-bas. Il peut aller facilement s'engager là-bas et investir. La population ici est très engagée à obtenir gain de cause. Des élèves ne sont pas à l'abri de l'hécatombe qui se prépare ici. Bientôt ou jamais, près de 40 000 maisons disparaîtront et près de 6 000 habitants seront livrés à la misère des sans-abri. C'est la réunion où les invectives fusent de partout et les émotions se démêlent. Non, le port vous induit en erreur, monsieur le préfet. Dans le cadre de la sécurisation de son domaine, il va vous induire en erreur. Vos prédécesseurs ont refusé ça. Sur cette table, les habitants de Youpoué et les responsables du port autonome de Douala se regardent avec méfiance. Pour le cas de Youpoué, le préfet du Vouri, Benjamin Mbouto, sous pression, serait-il à l'étau des hautes instructions? Parce que je vous répercutais ce que ma hiérarchie m'a demandé. La hiérarchie, elle commence depuis Yaoundé. J'ai une lettre du ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Sécurisation du port. Le dossier de Youpoué divise. Le port autonome de Douala tient à tous les prix construire sa clôture qui contournerait un nombre important de maisons et d'autres seront détruites. Une ferme opposition servit à cette ambition. Aujourd'hui qu'on a créé plusieurs autres ports pour désengorger, c'est là où la direction générale du port autonome de Douala découvre qu'il y a des terres à aller chercher ailleurs pour agrandir son port. Je veux juste comprendre, monsieur le préfet. L'État est juste. Et la justice de l'État veut dire qu'on va dire au port autonome de Douala, développez d'abord la partie qui vous est propre. Nous continuons à revendiquer que la barrière ne casse ni les maisons et n'englobe aucune maison. Après 2 heures de joute verbale, les habitants de Youpoué retournent le cœur un peu léger. Et l'une des dernières choses que le préfet a dites aussi, c'est que comme les populations se sont entendues, ont discuté avec le gouverneur qui a pensé que de manière humanitaire, la barrière serait mieux de passer derrière les habitations qui n'ont pas demandé à être là depuis près de 40 ans, qu'il attendrait justement cette décision du gouverneur qui devrait s'entendre avec le PAD. Les dirigeants du PAD ont induit le préfet du département du Vouri en erreur. L'ont trompé et tout le monde l'a compris dans la salle. Le port autonome de Douala, engagé dans un bras de fer avec les résidents de Youpoué, esquive ici tout micro de médias tendu. Didier Imkwa, vous avez regardé ces différents reportages, notamment celui d'Essenguer où les populations ploient sous la misère. Les maisons démolies sont très souvent construites sur des zones dites interdites ou encore des domaines privés de l'État. On vit une sorte d'atmosphère teintée de pauvreté multicolore. Pourtant, le droit à un logement décent est garanti par la Constitution. L'État ne doit pas construire les maisons à tout le monde. Eh bien, on se rend bien compte que les logements sociaux, vous avez préféré les habitats sociaux,
n'ont pas réussi à résoudre cet épineux problème. Plus de 500 000 demandes de logement chaque année au Cameroun. Comment on fait? Moi, je pense que je dirais que c'est un euphémisme, hein, c'est un échec. C'est un échec des politiques publiques en matière de logements sociaux ou bien de logements social qui peut s'expliquer, qui peut se justifier par des chocs exogènes et endogènes. Mais lorsque vous regardez ces images-là, c'est assez horripilant et puis ça peut faire pleurer. Parce que le cas des Sengue et de Mabanda, on a deux crises qu'on va gérer. La crise humanitaire qui est déjà là et la crise écologique. Madame, je vais vous surprendre en vous disant que je suis pour que les populations partent de là. Parce qu'en fait, les zones inondables, les zones à risque, les flancs de collines ou bien les vallées mettent leur vie en danger. Ne sont pas destinées aux citoyens pauvres. En fait, c'est des zones qui sont destinées aux gens qui ont des gros moyens. Parce que pour aménager, pour coloniser ou bien pour s'installer dans ces zones, cela nécessite un certain nombre d'investissements. Il faut de l'eau, il faut de l'eau potable, il faut de l'électricité, il faut déjà construire des meilleures infrastructures d'assainissement solides et liquides. Et c'est ça qui manque le plus dans toutes ces zones-là. Voyez-vous, pendant les journées internationales de conservation de la mangrove, ça se célèbre le 26 juin, nous avons l'habitude, presque 4 ans aujourd'hui, d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les risques auxquels s'exposent ces populations, soit des Sengue, soit de Mabanda, qui ont détruit toute la mangrove. Et l'on sait, Dieu seul sait, les services écosystémiques, bien écologiques, que c'est un milieu que la mangrove nous réserve. Vous savez, la mangrove est presque la seule ceinture verte qui nous pompe l'oxygène ensuite, qui est capable de réduire la vitesse de la houle. Parce que quand les grands vents partent de très loin de la mer, c'est à une vitesse de 800 km/h. Et il faut ces arbres-là de la mangrove pour réduire ces vitesses-là, pour que l'impact sur la population soit presque faible. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Les gens s'installent. Pendant qu'on regarde, les gens détruisent la mangrove. Les gens font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais un jour comme ça, et on laisse faire. Un jour comme ça, l'État apparaît, l'État se cache derrière ce qu'ils appellent la DUP, la déclaration d'utilité publique, qui ressemble un peu à à l'histoire d'équilibre régional, qui est devenu plutôt le moteur comment on appelle ça, de reproduction de classe sociale. Parce que quand on vous dit par exemple que, parce qu'au départ, c'est quelque chose de bien, de justice sociale, mais ça devient aujourd'hui quelque chose pour placer ses fils, ses enfants. Donc moi je pense que l'État ici porte la plus grosse responsabilité. Que faire de ces populations? Ce sont des citoyens camerounais. Vous savez, je l'ai dit, parce que nous avons écrit au directeur général du port autonome. Pour ne pas, on ne lui demande pas de ne pas aménager le port autonome de Douala, pour des raisons que l'on sait, des congestionnements. Mais nous lui avons demandé, monsieur le directeur général, d'abord, c'est un gros projet qui nécessite une étude d'impact environnemental et social. Parce que si cette étude avait été faite, vous avez des cadres réglementaires, des cadres réglementaires où se discute ce genre de problème. Par exemple, les consultations publiques. C'est pendant les réunions publiques, des réunions foraines, qu'on prend l'avis des populations qui sont affectées par ces projets-là. Et si ces avis sont pertinents, on les intègre dans un plan de gestion environnementale et sociale. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Parce que si le directeur général au port autonome nous a pas répondu, ça veut dire que cette étude n'existe pas. On ne va pas être péremptoire puisqu'il n'est pas sur ce plateau pour avoir j'espère qu'il nous écoute. C'est pour dire que tout ce qu'on lui demande, on ne va pas faire une fixation sur le directeur général du PAD. Parce que on nous a dit, ce n'est pas lui institut personnel. Il parlait de la personne morale. Il représente la puissance publique. Parce que s'il n'était pas là, d'après ce que nous avions appris, tôt ou tard, on devait aménager le port autonome de Douala. C'est un projet qui date. Donc ce n'est pas lui le problème. Qui est antérieur à lui. Donc nous interrogeons l'État qui doit faire son travail, parce que c'est l'État, la loi qui encadre les études d'impact, ce n'est pas lui, c'est l'État. L'État doit respecter ses propres lois. Et il est de notre mission tribunicienne d'appeler cet État à respecter ses propres lois. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas que ces populations restent. Je vous ai dit que ça va paraître paradoxal. Nous,
Plusieurs fois, nous avons demandé que ces populations-là partent. Parce que si demain, il y a des grands vents, des tempêtes, on va compter des morts parce que vous avez là-bas des paquets de personnes, excusez-moi de le dire ainsi. Vous aurez des tas de morts, vous comprenez. Et là, on va se demander, on va accuser une fois de plus l'État. Eh bien, Didier, ce que nous demandons, c'est juste un accompagnement. D'accord. Qu'on ne les abandonne pas dans la nature. Après tout, c'est des Camerounais à part entière. Vous comprenez. Et qui ont droit à la vie on et sait droit à un comment logement. on peut résoudre ce genre de crise. Didier Imkwa, vous leur avez demandé de partir. Eh bien, on en a entendu très souvent cette phrase, rentrez chez vous, vous pouvez rentrer. Non, moi je n'utilise pas cette phrase-là. Rentrez chez vous. Non, je vais utiliser cette phrase parce qu'on l'a souvent entendue. Vous avez des villages, vous pouvez y retourner, mais dans votre propos liminaire, vous parlez de l'attractivité de la ville. Si on est venu en ville, c'est parce qu'on aspire à un mieux-être. C'est parce qu'on pense qu'au village, ça ne va pas suffisamment bien. Tout à fait. Alors, ça pose un problème holistique. Oui. Les zones rurales doivent être aussi aménagées pour que cela va sans dire. qu'on puisse avoir un bien-être même à partir du village. Bon, il y a des solutions. Il y a des solutions que vous pouvez trouver dans les littératures de l'ONU Habitat. Comment faire pour décongestionner les villes urbaines? Déjà, tout à l'heure, j'ai déjà parlé de la démocratie locale, parce que si on a des vrais élus, ils vont rendre compte aux populations pendant leur mandat. S'ils ne peuvent pas satisfaire les populations pendant leur mandat, on va les dégager au prochain mandat. Mais aussi, pour réduire la vitesse des zones rurales, il y a ce qu'on appelle le ruralisme, c'est-à-dire on peut créer dans les villages les mêmes, comment dirais-je, c'est-à-dire ce qu'on peut voir en ville, les mêmes commodités, voilà. On peut créer les mêmes commodités de la ville dans les zones rurales, en commençant par la lumière. Moi, j'étais, par exemple, dans le Mayokani, à Lara, je dis comme ça bonjour à Sa Majesté, le chef de Lara. Nous avons passé 2 semaines sans lumière. Donc, quel est le jeune? S'il avait envie de travailler, d'ouvrir un atelier de coiffure ou bien un petit atelier de réparation de téléphone, 2 semaines sans lumière, comment il vit? Et c'est pour ça que dans ces zones-là, vous avez la prostitution et l'alcoolisme. Le niveau de prostitution, l'alcoolisme va grandissant parce que les gens n'ont rien à faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de boire du bili-bili et puis engrosser les jeunes filles de 13 ans. Vous comprenez? Il faut créer les commodités de la ville au village. C'est ça qu'on appelle le ruralisme. Et ça se fait, ça peut se faire. Peut-on exiger que les entreprises qui s'implantent uniquement dans les agglomérations, les grandes agglomérations, puissent aller aussi dans l'arrière-pays et attirer des populations? Ça pourrait développer. Mais pourquoi pas? Parce qu'en leur sein, etc. Oui, pourquoi pas? En leur sein, ces entreprises parlent de la RSE, la responsabilité sociale en entreprise. La RSE, ça rejoint le développement durable. Le développement durable, c'est un développement qui assure les intérêts des générations actuelles sans toutefois inhiber la capacité des générations futures à assurer les leurs, vous comprenez. Et la RSE répond aux mêmes missions que le développement durable, c'est-à-dire la protection de l'environnement, la construction d'une société équitable, la protection de l'environnement. Et on ajoute aussi un 4e point qui est la mixité culturelle. Dans un pays où on doit parler tous les jours des identités, où on doit parler allez chez vous, allez chez vous. Donc le développement durable vient résoudre ce type de contraintes-là pour ce qu'on appelle le jeu le vivre ensemble. Pourquoi pas? Donc, et les mêmes on connaît des entreprises, je ne voudrais pas faire leur publicité ici parce que ce n'est pas elles qui m'ont envoyé ici. On connaît des entreprises qui financent les projets de reboisement dans les zones très arides, comme à l'extrême nord, dans les zones agroécologiques sahéliennes, qui financent les reboisements. Et lorsqu'on finance un projet de reboisement, cela permet à restaurer le sol, cela permet à ceux-là qui vivent de l'agriculture de ne pas quitter leur zone, de rester là et puis se mettre dans leurs activités. Et cela permet aussi de restaurer les ressources hydriques, avoir de l'eau. Donc moi je pense que toutes ces entreprises-là, si elles pensent qu'elles ne sont pas là pour faire seulement du bénéfice, pour terroriser de l'argent, et si elles pensent qu'elles peuvent s'installer durablement dans la RSE avec le principe qui nous est cher, le principe de solidarité et de partage, elles peuvent se mettre définitivement dans la RSE. Et permettre que les populations urbaines puissent aller vivre aussi en zone rurale. En plus, on voit de plus en plus que les gens étouffent. Les gens étouffent en ville. Et de puis, façon empirique, il y a un certain nombre de maladies
Vous parliez on parle aujourd'hui parce que je voudrais qu'on le dise. Didier Yimkwa, oui, sans madame. vous couper, quand on regarde, ça c'est de l'empirisme pur, quand vous sortez de Douala jusqu'à Edea, il y a des espaces à perte de vue qui ne sont pas occupés. Vous partez de Yaoundé, pour la partie septentrionale ou à l'est, c'est des espaces verts non occupés. Ah mais non, faites attention. Il y a des vastes espaces Faites attention. non occupés, Didier Yimkwa. Je parle de ceux que oui, vous avez vu. Et vous voyez la couverture verte. On voit une couverture verte et l'interrogation journalistique, c'est pourquoi ne pas aménager ces espaces pour désengorger les villes. Voilà une question très très pertinente. Voilà un autre problème, le foncier. Ce terrain appartient aux grosses légumes, madame. Nous l'avons découvert en 2016. Nous avons un financement pour la restauration des écosystèmes de Rafial à Bamena. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte que les bourgeois avaient acheté tous ces terrains. Mais non, ne vous méprenez pas. Ces espaces verts appartiennent aux personnalités. Vous avez des gens avec la complicité des chefs traditionnels qui ont 700 hectares de terrain. Pour une seule personne. Ouais. C'est très grave, le foncier au Cameroun, il faut faire attention. Des hectares qui ne sont pas mis en valeur. Pas du tout, mais qui appartiennent à des populations. Quand vous allez à Banganté, vous avez des personnes qui veulent faire de Banganté, comment on appelle ça, comme Monaco, vous comprenez, je ne sais pas, qui ont tous les terrains. Une principauté, voilà le nom que je cherchais, qui veut faire d'une ville une principauté à eux. Le foncier, peut-être ce n'est pas la famine qui risquera un jour à mener la bombe au Cameroun. Il y a le foncier. Il faut faire attention avec le foncier. Et même derrière ce qu'on appelle aujourd'hui la déclaration d'utilité publique, se cachent beaucoup de choses. C'est des terrains qui sont arrachés comme ça, et puis des petits copains se les distribuent. Ne vous méprenez pas, madame. Tous ces espaces verts appartiennent à des personnalités. De Douala à Yaoundé, Yaoundé à Douala à Bafoussa, tout ce que vous voyez vert, c'est acheté. C'est acheté. Merci. De fil en aiguille, avec le concours de la réalisation, merci à Colin Souontoin qui va faire rapidement le lien entre ces reportages qui parlent des démolitions et du problème de choléra. La surpopulation, l'entassement des populations crée cette promiscuité qui encourage, qui permet aux vibrilles colériques de mieux se porter. Eh bien, cette semaine, on a comptabilisé près de 3578 cas de choléra dans la région du Sud-Ouest. Eh bien, la sensibilisation se poursuit et depuis 2 jours déjà, il y a une campagne de vaccination contre le choléra dans la ville de Douala. Nous vous proposons cette succession de 3 reportages. D'abord, le Sud-Ouest. L'épidémie de choléra s'est déclarée dans la région du Sud-Ouest Cameroun en novembre 2021, dans les districts de Santé de Bakassi et Kondotiti dans l'Indiana. 6 mois après, cette épidémie s'est répandue dans les districts de Santé de Boya, Limbe, Tiko et Idenao. À ce jour, 3568 cas de choléra ont été enregistrés, avec 71 décès. Oui, cumulativement, je peux dire qu'on est à environ 3200 cas dans la région du Sud-Ouest. On est à environ 65-67 décès. J'aimerais préciser que tous ces cas, c'est dans les 4 districts de santé maritimes, donc Bakassi, Mondemba, Mbongue et Kondotiti. Et puis maintenant, Limbe, Boya, Moyoka, Kumba, surtout. Les services de santé ont du mal à contenir l'ampleur de l'épidémie. Les hôpitaux ne désemplissent pas. Les populations très inquiètes continuent d'attendre le vaccin contre le choléra annoncé pour le 8 avril 2022, d'autant plus que les conditions d'hygiène, le manque d'eau potable sont la cause majeure de la propagation du vibrant colérique dans les principaux foyers. Les pouvoirs publics assistent au quotidien les patients du choléra internés dans les différentes unités de prise en charge. Matériel de couchage, kits d'hygiène, entre autres, sont mis à leur disposition. La promiscuité dans les quartiers,
Les drains et carnivores bouchés, la vie dans un environnement pas propre sont quelques vecteurs des maladies, parmi lesquels le choléra qui sévit en ce moment au Cameroun. Dans les quartiers, les habitants de Douala semblent connaître les moyens de lutte, même si la pratique est une autre chose. Je suis au courant que la maladie sévit au Cameroun. Bon, en principe à Douala. Mais moi, à ma connaissance, c'est dû à l'excès de salubrité. Et en réalité, il faut beaucoup de sensibilisation par rapport à la population, surtout le bas peuple. J'ai appris qu'à la prison de New Delhi, il y a les gens qui meurent du choléra. Je dis aux enfants de se laver les mains après avoir touché à quelque chose qui est sale. Après sortir des toilettes, se lavent les mains. Ils parcourent les différents quartiers. C'est désormais le temps de la sensibilisation pour éviter la propagation de la maladie. Il y a la recrudescence du choléra et le préfet du Vouri a demandé aux populations d'adopter les mesures d'hygiène. Nous sommes là pour amplifier ce message, pour inviter les parents, les enfants à véritablement faire de la salubrité autour d'eux. Laver les mains avant de manger, après avoir mangé, avant d'aller aux toilettes. À la sortie des toilettes, il faut laver les mains. Ainsi, on va barrer donc la voie à la propagation de ce microbe. Si le choléra est causé par le non-respect de l'hygiène, il faut inculquer les notions de propreté à tous, même aux tout petits. On lave les mains avant de manger. On lave les mains avant de manger. Des Camerounais qui veulent se mettre à l'abri du choléra. Ils ont reçu leur première dose de vaccin ce 8 avril au cours du lancement officiel de la première phase de la campagne de vaccination contre le choléra dans le littoral. Si une personne fait déjà 3 selles liquides, elle devrait déjà s'inquiéter et se rapprocher d'un centre de santé. À des fois, en attendant de se rapprocher d'un centre de santé, à la maison, vous pouvez déjà prendre Oracel, commencer à boire Oracel, les sachets de réhydratation orale, un sachet dans 1 litre d'eau que vous devez commencer à boire. À défaut aussi, il n'y a pas de solution de réhydratation orale. Constituez une solution traditionnelle. Dans 1 litre d'eau, ajoutez 8 morceaux de sucre, une cuillère à café rase de sel, de jus d'un demi-citron. Pour commencer à boire et buvez vraiment à chaque fois que vous faites des selles. Et rendez-vous rapidement à l'hôpital pour éviter les complications. Ceci s'est déroulé dans le district de santé de Mbangué. La situation est assez saisissante dans la région du littoral parce que nous avons en quelques mois enregistré un peu plus de 700 cas, mais nous avons plus de 30 décès, ce qui nous donne un taux de létalité assez fort, le plus fort de toutes les régions qui sont en épidémie en ce moment. Vous comprenez que c'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui cet appui de nos partenaires et cet accompagnement de notre ministère de tutelle pour protéger nos populations contre cette maladie à travers la vaccination. Le patron de la santé dans la région était de la partie, occasion de revenir sur le dispositif mis en place pour barrer la voie au choléra. Le choléra est une maladie diarrhéique due à l'infection de l'intestin par la bactérie Vibrio cholerae. Elle atteint aussi bien les enfants que les adultes. Les symptômes se présentent sous forme de diarrhée aiguë aqueuse, accompagnés très souvent de vomissements, déshydratation sévère pouvant conduire à la mort. Il est donc normal que les pouvoirs publics, avec l'aide des partenaires au développement, déploient toute leur énergie pour limiter la propagation de cette épidémie. Aujourd'hui, l'heure est à la prévention. Chacun devrait se prémunir contre cette maladie qui entraîne la mort. Dans le département du Vouri, les aires de santé les plus touchées sont Lokpom, Makepe, Koto, Mbangué et Misoké. La guerre en Ukraine, déclenchée il y a quelques semaines, semble avoir ravi la vedette à la pandémie de Covid-19. Presque plus d'informations quotidiennes sur la maladie. Pourtant, le virus continue de circuler, faisant au passage de nombreuses victimes. Depuis le 10 mars dernier, il a ressurgi de Fort Belbani en Chine, poussant près de la moitié de la population à se reconfiner. Ici, dans la ville de Chongquan, 9 millions de personnes ont été mises en quarantaine. Ce centre des expositions a été transformé en hôpital temporaire et le responsable sanitaire de la ville renvoyé. Des amis avec qui j'étais il y a quelques jours ont été soudainement mis en quarantaine.
Je pense que le gouvernement de Shanghai agit ainsi pour protéger les citoyens. Le spectre d'une crise sanitaire grave plane à nouveau sur le pays et le reste du monde n'a qu'à bien se tenir, l'Afrique en particulier. Dans les variants Omicron, vous voyez, il y a le B1 qui était là, qui a l'air de s'éteindre, et puis le B2 qui est en train d'apparaître là, vous voyez. Moi, je ne suis pas devin, un prophète, je ne sais pas comment il va aller, mais pour l'instant, ça ressemble à une épidémie qui démarre. Est-ce que cette épidémie va continuer ou va pas continuer? Il y a des zones, dont le Danemark, dans lequel il y a de plus en plus du B2 qui grossit. Aujourd'hui, notre continent et la sous-région Afrique centrale, précisément, a la chance d'avoir à portée de main une barrière puissante contre le virus du Covid-19. C'est le purificateur d'air. On s'adresse à la qualité de l'air dans sa globalité, ces fameuses particules aérosols, les polluants chimiques et enfin la charge microbienne. Ça comprend les virus, les bactéries, les moisissures. Le but c'est de réduire, c'est d'attraper le plus rapidement cette masse d'air de manière le plus homogène pour venir réduire la charge microbienne qu'il y a dans la pièce. Un appareil qui fait déjà l'unanimité au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale pour avoir été utilisé lors de plusieurs événements d'envergure sur des espaces clos. Grâce à son action multi-effet, le purificateur d'air détruit tout type de virus, microbes et bactéries dans l'air que nous respirons, tout en la purifiant. Équiper son entreprise ou domicile des purificateurs d'air pourrait réduire considérablement les risques de contamination au virus du Covid-19. La solution magique ne coûte que le prix d'un téléviseur, mais peut sauver de nombreuses vies. Entrez en possession de votre purificateur où que vous soyez en Afrique centrale en vous rapprochant de notre distributeur exclusif Ibecomsal. Le Covid-19 a encore de longs jours devant lui. Évitons d'être surpris, protégeons-nous avec des purificateurs d'air. Je vous ai vu cligner des yeux, vous vouliez faire un lien entre le choléra qui grimpe, le nombre monte à grande échelle, et les problèmes d'urbanisation. C'est des problèmes liés. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle des politiques nationales d'urbanité, il faut intégrer le triptyque santé, climat, environnement. Et j'ai suivi le reportage. Vos confrères parlent de la résurgence du choléra. Non, il ne faut pas de la résistance. Il ne faut pas de la résistance parce que le choléra n'est jamais allé partir. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il a parlé de promiscuité, le gonflement de la population et même le comportement. Il faut savoir qu'en ville, nous sommes quand même sales. Nous sommes sales. Et le plus grave, c'est l'accoutumance à cette saleté. Vous allez dans les marchés, vous trouvez des femmes qui vendent à côté des monticules d'ordures ménagères avec l'eau noire qui percole de ces déchets. Il y a les mouches un peu partout. On attrape un légume, un fruit là, on le mange sans le laver. C'est ce type de comportement incivique qui, malheureusement, est à l'origine du choléra. Et en plus, prenez 100 ventes emportées, par exemple, à Douala-Yaoundé. Vous ne trouverez pas 10 ventes emportées qui ont des toilettes propres. On se débrouille. Il y a les penchements urinaires dans les caniveaux, on se débrouille comme on peut. Les défécations en public, les vomissements un peu partout, les crachats. Ce type de déchets physiologiques, c'est ce type de déchets physiologiques qui sont à l'origine, malheureusement, du choléra. Merci. Comprenez. Je suis tout à fait d'accord qu'on pointe du doigt peut-être les municipalités, mais la responsabilité est d'abord individuelle. Merci beaucoup. Didier Imkwa, vous étiez né en 1984. Aujourd'hui, vous êtes... Non. Vous étiez né, justement. J'étais déjà grand. Vous étiez déjà grand. Ouais, je voudrais vous faire un peu plus jeune et bien... Camerounaises, Camerounais, le Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio,
aéroports, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Des unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduisirent le combat avec méthode et détermination et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à ces unités de notre armée pour leur engagement et leur attachement à la légalité républicaine. Enfin, je demande à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais et à tous ceux qui résident dans notre pays de garder leur calme et de poursuivre leurs activités de développement économique et social de la nation. Vive le Cameroun! Dites-moi, qu'est-ce qui aura été l'impact de ce coup d'État dans le comportement de l'homme Biya, l'homme du 6 novembre, à votre avis? Vous savez, je n'aime pas beaucoup parler du 6 avril. Pourquoi? Parce que les grands acteurs sont encore vivants. Eux-mêmes refusent d'en parler parce qu'ils ont la vérité. Ils savent le souvenir est-il si douloureux que ça? Bien sûr, douloureux, oui, très très douloureux. Moi, j'étais à Yaoundé pendant le 6 avril. Moi, j'étais à la Carrière. Ce matin, j'ai vu des jeunes filles épouses des gendarmes de ce qu'on appelle les bérets rouges. Moi, j'ai vu, je les ai vus venir en groupe, des jeunes filles en larmes avec des enfants qui sortaient du camp IAP, qui avaient perdu leur mari. Ces enfants-là, aujourd'hui, doivent avoir plus de 30 ans. Ils ne peuvent pas vous dire exactement de quoi leur papa est mort. Donc, c'est une fracture qui existe. Je n'aime pas beaucoup parler de ça parce que, comme je l'ai dit, les acteurs sont là. Mais pour avoir lu un certain nombre de documents, est-ce que c'était fait à dessein? Est-ce que c'était pas un système de décentrage, recentrage? Parce qu'on dit que c'est à partir de cela que le président Biya s'est recoquevillé sur lui. Mais je crois que tout ce que je peux dire, plus jamais ça. Plus jamais ça, parce qu'on a perdu beaucoup de Camerounais et pour rien. Eh bien, pour rien. Cette semaine, un autre chef d'État dont la mort, l'assassinat a fait couler beaucoup d'encre et de salive, 35 ans de procès, c'est finalement Blaise Compaoré, son meilleur ami de l'époque, on l'appelait le beau Blaise, qui a été débarqué du pouvoir après 27 ans également. Il a été reconnu coupable de l'assassinat de Thomas Sankara. Je vous propose cet autre reportage et nous revenons derrière. Blaise Compaoré, condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara. Le verdict est tombé ce mercredi 6 avril 2022 au tribunal militaire de Ouagadougou au Burkina Faso. Prison à vie également pour le commandant Hyacinthe Kafondo et le général Diendéré. Ce verdict a suscité les réactions de la veuve de l'ex-président du Burkina Faso et des avocats. Le juge a rendu son verdict, mais à tout le monde d'apprécier. Nous avons connu beaucoup de vérités, beaucoup de choses étaient dites. Bon, là, on a pu vérifier certaines choses et tout. L'opinion, je pense que les Burkinabés et l'opinion publique sait maintenant qui est le président Thomas Sankara, qui est l'individu, qui est l'homme politique, qu'est-ce qu'il voulait, ce que ceux qui l'ont assassiné aussi voulaient. De ce côté, en tout cas, je suis soulagée parce qu'on sait qui il est. On l'avait traité de tout dans des discours et tout ça. On sait maintenant que, voilà, c'est un homme intègre. L'ex-président Blaise Compaoré, son homme de main, Hyacinthe Kafondo, et le général Diendéré ont été condamnés par le tribunal à une peine à vie. C'est une condamnation à perpétuité. Maintenant, pourquoi? Moi, j'estime simplement que
ça paraît logique de ce que nous avons vu, entendu lors de ce procès. Oui, justice a été rendue. Justice a été rendue au peuple déjà, parce que ça fait 34 ans de lutte d'un peuple. Il ne faut pas oublier, c'est 34 ans que ce peuple burkinabé lutte contre l'impunité au Burkina. Et par ce dossier, je pense que c'est une grande victoire d'étape qui a été obtenue. Décision qui vient après un quart de siècle de multiples procédures, pour nous, est salutaire en ce sens que c'est en même temps une leçon, une pédagogie, et les Africains, de façon générale, devraient s'en inspirer et faire en sorte que plus jamais de tels drames ne se produisent dans nos États. Il y a déjà un problème dès le début. Voilà. Donc on n'est pas du tout satisfait. Mais ce qui est bien, qu'il y a eu un procès. C'est une page de l'histoire du Burkina Faso qui se referme après plusieurs années d'instruction, d'audition de plus de 110 témoins, 7 mois d'audience et 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara. Tous ont été reconnus coupables d'atteinte à la sûreté de l'État, de complicité d'assassinat et de recel de cadavres. Blaise Compaoré, principal accusé dans cette affaire, n'a pas assisté au procès. Exilé en Côte d'Ivoire depuis 2014, où il a obtenu la nationalité ivoirienne. Lui qui avait toujours nié avoir commandité l'assassinat de son frère d'armes. Blaise Compaoré, finalement reconnu coupable après 27 ans de magistère à la tête du Burkina Faso, 35 ans de procès. Vous pensez que sous Blaise Compaoré, le verdict aurait été le même? Non. Et puis, vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle les apparences et les symboles. Je crois que ce procès est un symbole qui rétablit la dignité d'un homme, Thomas Sankara. Thomas Sankara qui devient aujourd'hui un mythe, parce qu'il devient un mythe. Et toutes les sociétés ont besoin des mythes. Dans mon village aussi à Bazou, nous avons un mythe, mais malheureusement qui n'est pas mis en perspective, le prince Daniel Kemajou, qui est l'un des grands acteurs de notre indépendance. Donc les sociétés ont besoin des mythes. Aujourd'hui, Sankara est un mythe. Le panafricanisme renaît avec lui. Mais il faut dire la vérité, Monique n'a aussi que Blaise Compaoré n'était que le bras armé de la France-Afrique, qui a assassiné Thomas Sankara, comme on a assassiné Olympio, comme on a assassiné Robert Oumniobé. Donc, le procès allait très vite, parce que s'il fallait aller en profondeur, on ferait le procès de la France-Afrique, et puis on n'en avait pas besoin. Donc, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, Sankara a été rétabli dans sa dignité, il devient comme ça le mythe. Et la jeunesse. Les combats de Thomas Sankara restent-ils d'actualité? Oui, c'est le panafricanisme. C'est pour ça qu'il devient un mythe. Aujourd'hui, l'Afrique, vous savez, il y a beaucoup de discours pour la renaissance de l'Afrique. Comment porter le combat de Thomas Sankara sans subir cette forme de... Non, aujourd'hui, ce n'est plus ça. On n'assassine plus. Aujourd'hui, on assassine. On a vu ce qui est arrivé à Kadhafi de l'autre côté de la Libye. Voilà, aujourd'hui, c'est le plus facile aujourd'hui avec le centre du monde. Nous sommes là dans les relations internationales. Le centre du monde s'est déplacé du vieux continent de l'Occident vers l'Asie. La Russie est en train de montrer que l'ordre mondial n'est plus l'ancien. On sortira de cette crise armée entre l'Ukraine et la Russie avec un nouvel ordre mondial. Voilà, et une reconfiguration de la géographie politique mondiale. Donc, l'Afrique aura son mot à dire. Et pour avoir son mot à dire, il faut avoir des repères. Et Sankara devient aujourd'hui un repère, comme Olympio, je viens de citer, comme Robert Oumniobé. Vous ne le savez pas, il y a des courants oumistes au Cameroun. Les gens pensent que l'idéal de Oumniobé, il est mort, mais l'idéal n'est pas mort. Et on a besoin de ça pour construire une société durable, une société inclusive et durable. Vous parliez de la France-Afrique, premier tour des élections en France. Qu'est-ce que vous attendez du futur président français? Je ne vais pas vous demander les tendances. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais vous surprendre, je n'attends rien de lui. Oui. Je n'attends rien de lui. Parce que quel que soit le président qui sera élu en France, la politique extérieure française est la même. Je ne voudrais pas gêner vos annonceurs, parce que vous verrez qu'en Afrique, au Cameroun, dans certaines entreprises,
Vous avez même la famille Le Pen qui ont des participations. Vous comprenez? La France, comme disait le président Bongo, l'Afrique sans la France, c'est comme une voiture sans carburant. La France a besoin de ses anciennes colonies, entre guillemets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de la décolonisation. Nous avons une indépendance factice, une indépendance de drapeau, comme disait Jomo Kenyatta. Là, nous sommes aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, nous allons vers la deuxième indépendance, une indépendance économique. Ce qui se passe au Mali pourrait faire tache d'huile dans les autres pays francophones. Oui. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, ils sont plus avancés. Ils parlent du problème de monnaie. Moi, j'ai appris que le président malien est prêt à frapper sa monnaie. On parle de la souveraineté. Tout à l'heure, nous avons parlé de la famille. Nous sommes passés de façon subreptice. Mais il faut dire que la sécurité alimentaire est consubstantielle à la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, les pays francophones, nord-africains n'ont pas leur souveraineté alimentaire. Vous savez que même les graines, c'est-à-dire même les graines à semer, là, viennent d'ailleurs, viennent des grandes entreprises, viennent des grandes firmes américaines. Nous vivons un type d'impérialisme moderne. C'est-à-dire on nous impose tout, les institutions financières de Bretton nous imposent leur façon de faire, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la FAO nous impose la qualité de nourriture que nous allons manger, l'Organisation mondiale du commerce nous impose des normes. On n'y est pas condamné, on peut s'en affranchir. On peut, par le travail. C'est le travail, c'est pas le discours. Parce que l'Inde, la Chine ont connu les mêmes problèmes que nous. Mais ils ont travaillé. C'est pour ça que pour travailler, il faut libérer les gens en passant d'abord par une véritable démocratie. Parce que même le type de démocratie dans laquelle nous sommes, c'est une démocratie censitaire. C'est une démocratie de bourgeoisie. Un député, si vous n'avez pas de l'argent, vous ne pourrez pas être député. Quelles que soient vos meilleures idées, vous ne pourrez pas être député. Quelles que soient vos meilleures idées, vous ne pourrez pas être candidat à l'élection présidentielle. Il faudra 30 millions de caution. Maintenant, il faudra des fonds pour la campagne, dont un Beskineur ne peut pas être député. Donc, ce type de démocratie, malheureusement, empêche l'émancipation d'une vraie société, vous comprenez. Donc, il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup penser. C'est pour ça que des hommes comme Sankara, on en a besoin en Afrique. Merci beaucoup Didier Yemkwa, et nous aurons toujours besoin de vous sur ce plateau pour déblayer les sujets d'actualité, notamment ceux qui ont trait à l'écologie. Nous avons parlé de fond en comble d'une écologie urbaine pour résorber le problème de la pression démographique qui étreint les grandes métropoles, comme celle de Douala. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été au rendez-vous. Nous sommes très heureux de vous savoir, toujours plus nombreux à nous regarder à Yaoundé, à Bafoussam, au Mali, au Tchad, à Baganté, à Bamgoum, à Banjul, à travers le monde, jusqu'au Vietnam, aux États-Unis. Merci. Et c'est grâce aux prouesses technologiques de Canal 2 International. Dimanche prochain, ce sera un nouveau rendez-vous, mais n'oubliez pas, lundi matin à 9h, vous aurez la rediffusion de ce programme. Merci Didier Yemkwa d'être venu sur notre plateau. À dimanche. Salut Baranté. À dimanche prochain.